Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de juin. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir. Et tout d'abord, un regard vers votre été qui ne manquera pas de vous intéresser avec la programmation estivale proposée par la mairie de Monaco avec déjà une date à cocher, celle du 22 juin pour lancer au mieux cette nouvelle saison avec au lendemain de la fête de la musique, le concert événement des rappeurs toulousains Big Flo et Oli et plein d'autres rendez-vous à venir que vous présentera dans un instant l'adjointe au maire en charge de l'animation de la ville de Monaco, Axel Amalberti-Verdine. Le prince souverain, après son déplacement en Espagne, en Cantabrie, sur les traces de son trisaïeul Albert Ier, a inauguré ce matin son retour à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le quai Césarine du nom de la première femme pêcheur professionnelle de France. Quand toutes les planètes s'alignent, souvent les choses, dit-on bien souvent, se déroulent d'une façon pour le moins agréable, majestueuse, voire extraordinaire, comme cet alignement de 6 planètes proches du Soleil prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, prendra le temps de nous expliquer ce phénomène astrologique qui n'arrive que tous les 2 ans et dont la particularité cette fois est que nombre d'entre vous, ceux qui le souhaitent en tout cas, pourront l'observer à l'œil nu. Un petit truc en plus pour terminer votre journal avec notre chronique US. Alexandra Pani est allée à la découverte du Café Joyeux à New York, un concept créé en France où la majorité des employés sont en situation de handicap. Et retour, sans plus tarder, sur la visite du prince Albert II hier en Cantabrie, en Espagne, pour l'inauguration du Centre des Arts Rupestres Prince Albert Ier de Monaco. Christine Datomel et Camille Caloni étaient sur place. Voici leur reportage. La curiosité scientifique du prince Albert Ier va bien au-delà de la mer et des fonds marins. Si l'océanographie était sa grande passion, l'anthropologie et la préhistoire le fascinaient depuis son plus jeune âge. Et c'est en 2022, alors que son descendant, le prince Albert II, effectuait un voyage sur ses traces en Espagne et à l'occasion de la visite de la grotte d'El Castillo, un de ses lieux de fouilles favoris, qu'est née l'idée d'un partenariat entre le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et le gouvernement de Cantabrie, une région chère au prince Albert Ier. Et c'était, je crois, très très clair dans son journal et dans ses écrits, c'est qu'il avait beaucoup apprécié, beaucoup aimé ces visites ici en Cantabrie, avec bien sûr tous les acteurs, tous les premiers découvreurs et tous les premiers scientifiques, bien sûr l'abbé Breuil, Émile Cartaillac et tous ceux qui les ont suivis, le père Robert Mayer aussi. Et donc il avait vraiment trouvé une richesse incroyable non seulement dans tout ce qu'il pouvait trouver, dans toutes les grottes ici en Cantabrie et celles qu'il a pu visiter, mais aussi il était fasciné par ces premiers éléments d'art rupestre. Il trouvait vraiment, il a même écrit que c'était des découvertes qui étaient essentielles pour l'humanité, pour une compréhension de ce que pouvaient exprimer ces habitants d'il y a 13 000 ans. Le centre d'interprétation nommé Centre des Arts Rupestres Prince Albert Ier de Monaco a donc été inauguré hier à Puente Viesgo par le prince souverain, un centre qui présente l'histoire des fouilles archéologiques dans les grottes de la région, mais qui rend aussi hommage au prince Albert Ier et à ses recherches scientifiques sur les premiers peuplements humains en Cantabrie. Je pense que depuis 1902, le prince de Monaco, qui a connu Breuil et ses recherches, a commencé à aider, à financer tous ces travaux. Et donc, dans les premiers 10 ans du XXe siècle, et avec la soutenance du prince Albert Ier de Monaco, la recherche a démarré, mais a démarré d'une manière très puissante. Et donc, une bonne partie des sites tournés du paléolithique les plus importants de la région Cantabrie ont été découverts dans ces premières 10 ans, 14 ans du XXe siècle et grâce au financement d'Albert Ier de Monaco. Et donc, le rôle a été complètement fondamental. Et c'est après avoir découvert l'exposition permanente du centre et celle dédiée au prince Albert Ier que le prince souverain a signé la convention liant le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco au gouvernement de Cantabrie. Un partenariat qui favorisera la coopération scientifique et culturelle dans le domaine de la préhistoire.
Pour le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, c'est un honneur parce que ce sont des sites de référence en préhistoire. Évidemment, c'est le site espagnol, la région de Cantabrie. Puis on marche une nouvelle fois sur les traces du prince Albert Ier, notre fondateur. On a de beaux programmes qui commencent dès aujourd'hui d'exposition, par exemple. Une exposition qui est dédiée au prince Albert Ier, à ses recherches en préhistoire à travers le monde, mais notamment en Espagne. Et puis on a aussi des intérêts pour ce qui concerne les problématiques des grottes ornées, des fouilles, des recherches et des études des collections ou même de leur conservation et restauration par exemple. Un moment fort a clôturé cette visite en Cantabrie, tout comme l'avait fait son trisaïeul. 100 ans plus tôt, le prince Albert II a signé le livre d'or en mémoire de sa venue. Nous refermerons donc ce reportage avec les mots forts du prince Albert Ier. Ce sera une des gloires de l'Espagne d'avoir contribué d'une façon brillante à établir la véritable histoire de l'humanité. Et dès son retour, le prince souverain s'est rendu ce matin à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une commune en fête, puisqu'elle célèbre cette année ses 120 ans. Elle a rendu hommage en ce 1er juin à une grande dame de la mer, Césarine Dunant. Qui était-elle? Comment a-t-elle marqué la vie de Saint-Jean-Cap-Ferrat? Élément de réponse ce soir avec Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Il y a des familles, des noms qui marquent l'histoire de toute une ville. Celle de Dunant est à jamais liée à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est ce nom que portait Césarine, première femme pêcheur professionnelle. Mère de 10 enfants, elle a voulu embrasser un métier dans les années 60 qui était jusqu'alors réservé aux hommes. Elle fait encore aujourd'hui la fierté de sa famille. C'était une grand-mère fantastique, on peut le toujours, toutes les grand-mères elles sont fantastiques, mais c'était la seule inscrite maritime sur toute la France en 1962. Donc elle était embarquée comme matelot professionnel à bord d'un bateau de pêche, un pointu de pêche traditionnel méditerranéen. Et pour rendre hommage à cette femme de la mer, le quai des pêcheurs portera désormais le nom de Césarine Dunant. Le dévoilement de la plaque a été effectué par son Altesse Sérénissime le prince Albert II et le maire de la ville, Jean-François Dietrich, renforçant ainsi les liens historiques et amicaux qui lient la principauté à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cette dame qui était très volontaire, que j'ai connue, était une femme particulièrement je dirais ambitieuse dans le bon sens du terme, volontaire, déterminée, dans une époque où il n'était peut-être pas facile pour les femmes de pouvoir justement aborder des professions qui étaient plutôt réservées aux hommes, voire même essentiellement réservées aux hommes. Je crois que c'est un bel hommage qu'on a rendu aujourd'hui. Au-delà de son histoire locale, c'est son patrimoine que la commune des Alpes-Maritimes a tenu à célébrer dans le cadre des festivités de ses 120 ans. Déjà du temps où Saint-Jean était encore hameau de Villefranche-sur-Mer, la tradition, la pêche a toujours fait partie de l'identité de Saint-Jean. Et aujourd'hui, ça a encore forgé, je veux dire, ce territoire et également l'identité de ses habitants. Et cette histoire et ce riche patrimoine, le prince Albert II a pu le découvrir dans une exposition baptisée « Il était une fois Saint-Jean ». Elle retrace plus d'un siècle de vie et met en lumière les hommes et les femmes qui ont fondé et fait Saint-Jean-Cap-Ferrat à l'image de Césarine Dunant. Soleil et chaleur retrouvées en ce tout début du mois de juin, idéal pour faire un point sur la saison estivale à venir en Principauté. Avec nous ce soir, l'adjointe au maire en charge de l'animation de la ville de Monaco, Axelle Amalberti-Verdino. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On est ravis de vous retrouver parce que ça sent l'été, ça sent le mois de juin qui arrive. Bien sûr, à grands pas, l'été, ça veut dire fête de la musique, ça veut dire animation à droite à gauche, notamment des soirées qu'on aime, comme sur la place du marché par exemple. En effet, nous allons accueillir cet été beaucoup de soirées de musique différentes au marché de la Condamine. Mais pas seulement au marché de la Condamine, dans tous les lieux de la Principauté. Ah, j'ai regardé parce que déjà sur mon agenda, j'ai coché la soirée des Gypsies, par exemple, le 5 juin. Tout à fait. Le 5 juin, on commencera par accueillir un groupe avec de la musique gypsy au marché. Toujours très sympathique, bien sûr, pour se projeter vers la grande fête de la musique. Alors j'ai noté 2 dates pour vous, la fête de la musique. Pour moi, la fête de la musique, c'est le 21 et j'ai noté le 22 également. Alors le 22, on va commencer par cette date-là, c'est une nouveauté et donc la mairie avec l'ASM Omnisport
pour donc la fête de la musique, mais surtout pour les 100 ans de l'ASM Omnisport, organise un grand concert sur le port. Et donc nous donnons rendez-vous à tous les auditeurs monégasques résidents à retirer leur place sous peu pour assister au concert de Big Flo et Oli à 22h. Oui, grands interprètes, les frères toulousains se produiront sur le port et voilà, nous sommes très contents de les accueillir. Et concernant notre fête de la musique le 21 juin, nous proposerons 13 sites différents avec 14 groupes monégasques, mais pas seulement, qui ont des liens avec la principauté, à des horaires variés, entre midi et 2, également en fin d'après-midi et le soir. Et donc nous sommes très heureux, on va, comme la plupart des grandes villes, proposer de la musique dans Partout. toute la ville. Ça, c'est extraordinaire. Formidable d'ambulation. On reste dans l'esprit de fête avec Big Flo et Oli. C'est un vrai événement parce qu'on sait la jeunesse adore ce style de musique. On les a vus triompher dans The Voice aussi, hein, avec leurs concurrents à droite à gauche. Ils ont été parfaits. Et ça veut dire qu'on reste dans l'esprit très festif. Après la victoire de Charles Leclerc, on a vu des affiches un peu partout. Ça veut dire que c'est feu d'artifice encore, comme le veut la tradition aussi cet été. Oui, il y aura une soirée feu d'artifice et ils dureront 16 minutes à 22h le 27 juillet. Et nous aurons également un spectacle, donc ça c'est une première, avec 800 drones. Et ça sera le 9 août à 22h et ça durera 12 minutes et toujours sur le port. Alors, on l'a bien noté, Axel, le 9 août pour les drones, hein, pour la nouveauté, et puis la tradition respectée avec les feux d'artifice du 27 juillet. On n'oublie pas les petits, ils sont toujours là, les petits, vous êtes au parc Princesse Antoinette, les petits sont gâtés comme chaque année avec du carnaval et des animations. En effet, et donc concernant la fête de la musique, le 21 juin, nous proposons c'est une première, oui, à Monacoville, une fête de la musique pour les petits et les enfants. Donc il y aura une boum à partir de 18h30. Une boum Et oui, les enfants et leurs parents sont donc chaleureusement invités à venir danser. Et dans la continuité donc, de cette fête de la musique, nous proposons également des soirées enfantines, avec différents lieux, avec différents thèmes. Le 7 juin, il y aura un concert au parc Princesse Antoinette. Le 5 juillet, il y aura notre traditionnel carnaval estival à Monacoville, donc le Tcharatu, sur le thème Pirates et Princesses. Le 19 juillet, nous aurons Filco et Presto à la place du marché et le 2 août, nous aurons le Doute du Magellan, place du marché également. On n'oublie pas, comme chaque année, la petite surprise qui va bien. Quelques nouveautés peut-être ? Oui, cette année, il y aura sur le port des concerts, mais nous n'oublions pas également lors des concerts et des animations musicales adultes, les petits. Et c'est pour cette raison que de 18h30 à 21h30 sur le quai, en amont des concerts adultes, il y aura des structures gonflables gratuites, afin que les petits puissent s'amuser avant les grands. Et ensuite, sur le port, nous aurons le 3 août à 21h30 un DJ qui viendra animer, qui mettra de la musique et de l'ambiance. Danse et de l'ambiance. Et le 17 août, nous aurons une grande soirée française et anglaise avec un mix années 90 et années 2000 avec de la live music et aussi des danseurs. J'ai tout noté, Axel Amalberti-Verdino. Ce qu'il faut, Axel, c'est se rendre sur le site de la mairie aussi pour avoir encore plus de précision. Merci. En effet, Christophe. D'avoir été avec nous. Nous avons des concerts au Square Gasto, au Larvoto, c'est une première. Donc oui, nous vous invitons à aller sur le site internet. Merci beaucoup. Hein. Mon agenda de l'été est déjà très chargé grâce à vous. Merci beaucoup, Axel. Merci pour nous tous de profiter de Monaco différemment. Merci à vous. Et dans le cadre de la semaine de la biodiversité, la mairie a organisé au parc Princesse Antoinette, toujours, une conférence interactive destinée aux enfants de 6 à 11 ans. Conférence animée par Audrey Langdio de l'association Planète Môme. Elle nous explique plus précisément tout l'intérêt de cette intervention au micro de Justin Hadel et d'Olivier Bonello. Est-ce que vous savez ce que veut dire la biodiversité ? Je propose une conférence pédagogique pour les enfants de 6 à 11 ans sur le thème de la biodiversité depuis l'époque des dinosaures jusqu'à nos jours. Et on va voir avec les enfants les solutions que l'on peut apporter pour préserver cette fabuleuse biodiversité dont nous avons la chance d'avoir. Est-ce que vous
savez comment la vie est apparue? Je propose des documentaires que je commente, mais il y a aussi un personnage animé en 3D, Map, qui va s'adresser aux enfants et qui va leur poser des questions et les inviter à réfléchir sur leurs pratiques, sur la nature en général. Ça parle aux enfants, ça les aide à réfléchir et ils sont partie prenante en fait, de la conférence. Ils sont en quelque sorte acteurs de la conférence. Ils vont chercher ensemble avec Map et mon intermédiaire également. Et on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe au-dessus de nos têtes et à un événement rare pour les amoureux du ciel et de notre système solaire en particulier, avec l'annonce d'un alignement de pas moins de 6 planètes prévues dès Potrominé ce lundi. Et visible, attention, pour beaucoup d'entre nous, sans être obligés de se rendre dans un observatoire dédié. Aussi, pour aller plus loin, nous éclairer et nous guider vers l'infini et au-delà, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est un doux fantasme, hein. C'est souvent quelque chose qu'on espère dans sa vie au moins une fois, c'est-à-dire l'alignement des planètes. Mais là, on parle de notre ciel tout en haut, quoi que ça peut jouer. On en parlera peut-être avec vous. Est-ce qu'on va assister à un phénomène exceptionnel, extraordinaire, ou simplement c'est quelque chose qu'on pourra enfin peut-être mieux apercevoir? Alors, c'est un phénomène qui se reproduit de temps en temps, qui est assez rare. Le fait que des planètes soient alignées le long d'une ligne qu'on appelle l'écliptique, qui est en fait le plan dans lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil, y compris la Terre, et qu'elles se retrouvent dans un espace angulaire réduit, c'est-à-dire si vous regardez en face de vous, vous les avez toutes dans le champ de vision. En gros, là, elles sont à dans 90 degrés. Imaginez, vous faites la moitié d'un tour sur vous-même, vous avez l'ensemble des planètes face à vous. Donc, c'est peu fréquent. Mais voilà, cette fois-ci, le problème, c'est le Soleil qui est proche de tout ça. Et donc, qui va, par ses lueurs de l'aube, puisque ça se passe au petit matin, éclairer évidemment le ciel et faire que la plupart de ces planètes ne seront pas visibles à l'œil nu, puisqu'il n'y aura que Saturne et Mars, en gros, qui seront visibles encore jusqu'à, pour vous, à Monaco, vers 4h45, 5h du matin. Dans la nuit de dimanche à lundi. Hein. Commencer à faire jour. D'accord, c'est le réveil de lundi matin, il faut le mettre à sonner vers 4h du matin. Oui, les jours qui viennent. Les jours qui viennent. C'est valable demain, après-demain, quelques jours. D'accord, hein. D'accord, intéressant. On verra donc que 2 planètes sur les 6 possibles ailleurs dans le monde, c'est ça? Oui, à l'œil nu, on ne verra que Saturne et Mars. En principe, vous avez dans le tas, vous avez aussi Jupiter et Vénus qui sont normalement très brillantes, mais elles sont tout contre le Soleil. Elles sont vraiment très proches du Soleil, donc le Soleil sera quasiment levé, vous ne pourrez pas les voir. D'accord. Autrement, est-ce qu'on peut voir simplement avec, non pas des jumelles, mais une longue vue ou en se rendant dans un centre d'observation? Alors, pour voir ces 2 planètes-là, nul besoin d'aller dans un centre d'observation. Il faut juste que vous ayez un horizon est dégagé, avec pas de montagne, par exemple un horizon est maritime, ce serait très bien. Vous pourrez voir ces 2 planètes à l'œil nu, et il y a une petite aide supplémentaire qui arrive, c'est la Lune, qui est en fin croissant, qui se retrouve actuellement entre Saturne et Mars. Donc, quand vous voyez le croissant de Lune, d'un côté de la Lune, côté droit, il va y avoir Saturne, et côté gauche, il va y avoir Mars. Et le 3 juin, la Lune, avec un croissant vraiment, vraiment très fin et très proche de l'horizon, sera juste à gauche de Mars. Voilà, c'est ce qu'il y aura à voir à l'œil nu. Ça, chacun peut le faire. Superbe. Le fait d'avoir des jumelles, en théorie, pourrait vous aider à voir 2 autres planètes qui sont Neptune et Uranus. Mais ces planètes-là, encore une fois, à cause des lueurs de l'aube, elles sont vraiment très difficiles à voir, y compris aux jumelles. Uranus, c'est impossible, elle est trop près du Soleil. Neptune, ça peut, mais il faut déjà être un astronome un peu confirmé pour la trouver. C'est ça. Si vous êtes en hauteur et même au bord de la mer et que vous avez l'horizon maritime vers l'est qui est complètement dégagé, donc c'est l'horizon de la mer, là, c'est idéal parce que vous n'avez aucun obstacle pour voir ces planètes qui sont encore une fois très proches de l'horizon. Elles sont à... Mars sera à moins de 10 degrés, donc quand le jour se lève, et 10 degrés, si vous voulez, vous tendez le poing devant vous, et un bras tendu devant vous, et c'est l'épaisseur de votre poing, c'est 10 degrés, voilà, sur la sphère céleste. Ah, c'est bien. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est comme une ligne droite, c'est comme une grande règle quand même, dans l'absolu, on peut y arriver à cet alignement parfait ou pas?
Alors, c'est une règle, mais sauf qu'elle est inclinée. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas visible trop cette fois-ci. C'est que l'écliptique, cette fameuse ligne sur laquelle ce disque imaginaire sur lequel les planètes tournent autour du Soleil, il ne sera pas vertical par rapport à l'horizon, mais presque horizontal par rapport à l'horizon. Il y aura un très faible angle. Il sera incliné comme ça, vous voyez, à peu près. C'est pour ça que les planètes Saturne et Mars sont proches de l'horizon. Vous voyez ma main, si l'horizon c'est le bas de l'écran, ben, vous voyez que Saturne qui est au bout de mon doigt là est la plus haute, mais Mars qui va se trouver quelque part par là sera plus basse et plus près de l'horizon. Quelle est la plus belle alors? La plus belle là actuellement à voir, c'est Saturne. Mais pour ça, il faut une petite lunette astronomique qui grossisse un peu, pour que vous voyez les anneaux qui d'ailleurs, eux, sont très très fins en ce moment, puisque bientôt la Terre va passer dans le plan des anneaux, et ça arrive une fois tous les 15 ans. Mon cher Seigneur, vous me tendez la perche évidemment, vous qui avez écrit un ouvrage formidable sur la Lune, ils ont marché sur la Lune. Juste un petit aparté justement, on s'intéresse de plus en plus à la Lune, c'est logique, c'est normal cette conquête à nouveau? Oui, c'est logique parce que une fois que la conquête de la Lune a été faite dans les années 60-70, les agences spatiales sont restées autour de la Terre, comme vous le savez, avec la Station spatiale internationale, qui va arriver en bout de vie. Et que fait-on après? Eh bien, on se tourne de nouveau vers l'astre le plus proche de la Terre, donc le plus facile d'accès, qui est la Lune, si on veut aller un peu plus loin. La Lune étant, si vous voulez, un bac à sable, un terrain d'entraînement pour éventuellement un jour aller explorer Mars. Formidable. Vous avez fait rêver, en tout cas, ce soir sur Monaco Info. Puis certains, vous savez, quand on tape un moteur de recherche sur l'astro, on tombe sur l'astrologie souvent. Et c'est vrai que l'alignement des planètes, ça peut servir quelques signes. J'ai noté, je ne sais pas si vous êtes bélier, non? Taureau? Non. Poisson ou Verseau? Bon, voilà. Bon, mais dommage. En tout cas, ces 4 signes, pour l'instant, ça aura visiblement des répercussions à partir de lundi sur votre petit caractère, si vous y croyez, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était passionnant. On va suivre ça à 5h du matin. Merci à vous. Au revoir. Et comme tous les samedis soirs, c'est l'heure de votre chronique américaine en compagnie d'Alexandra Pani. Alexandra, bonsoir. Vous allez nous parler d'une belle initiative qui a fait ses preuves en France depuis 2017, puis au Portugal et en Belgique. Cette année, le concept a franchi donc le cap outre-Atlantique. Bonsoir à vous, tout à fait. Le 21 mars dernier ouvrait le tout premier café joyeux américain à New York, à l'angle de la 52e rue et Lexington Avenue. Je vous propose de découvrir leur concept si vous ne connaissez pas encore ces établissements. Vous reconnaîtrez peut-être sa devanture jaune. 23 cafés joyeux ont vu le jour depuis 2017 en France, en Europe et maintenant aux États-Unis. Lui, c'est Théo, c'est par lui que tout a commencé en inspirant Yann Bucaille à lancer son premier établissement à Rennes. Il y a pas mal d'années maintenant, un peu plus de 7 ans, 9 ans, avec Yann, qui à l'époque faisait faire du bateau à des équipiers en situation de handicap cognitif. Et Théo a été celui qui a osé aller voir Yann en disant « Dis donc Yann, c'est sympa de faire des tours en bateau, mais moi c'est un job qu'il me faut ». Et en fait, tout a commencé par Théo. Et c'est pour ça que Théo est notre logo, Théo est notre everyday. C'est Théo à chaque fois qui accueille les clients partout. Lorsqu'on pousse la porte de ce café, on comprend mieux ce nom si bien choisi. Du jaune éclatant au mur, une musique en fond pour la bonne humeur et surtout le sourire des équipiers. Pour la plupart d'entre eux, l'ouverture de ce café leur a permis d'obtenir enfin leur premier véritable emploi. I do barista duties, I sweep the floors, I clean the tables, I love to make new recipes, I pretty much do everything, I wear many hats. Actually was very familiar with Café Joyeux before I came here because I have a lot of family and friends through the French autistic community and they told me about this wonderful cafe in France and I'm like, well, good for you guys. I wish we had something like that in America. And then all of a sudden, years later, this cafe came about and I really needed a job when I moved to New York. But it was so hard for me to find a job with my disability. I've always been turned away because everyone said, you're never going to find a job because you're a burden to us. And then Café Joyeux came to New York and I was so happy I got the job. Car les cafés joyeux offrent un emploi aux personnes en situation de handicap cognitif, mais pas seulement. C'est en fait une véritable formation complète qui est proposée.
On a effectivement un programme de formation, d'onboarding déjà, de formation, qui accompagne. En fait, on considère qu'une formation est complète au bout de 2 ans. Donc en fait, on a un parcours sur 2 ans qui est très en fait organisé. Ce qu'on aime à dire, c'est que c'est une mission pour l'inclusion, pour inclure la différence et faire de la différence en fait quelque chose d'ordinaire. Donc notre mission, elle est bien plus grande que les 4 murs d'un café, même s'il y en a 15, 20, 40. C'est de faire changer le regard de la société sur la différence, sur la diversité. Et si le concept vous séduit, n'hésitez pas à regarder sur le site internet Café Joyeux pour soutenir leur initiative. En attendant, pourquoi pas d'en voir un ouvrir un jour en Principauté. Votre point météo. En ce jour de Saint-Justin, nous retrouvons, les planètes sont là aussi bien alignées, Justin Adel. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver en ce jour de Saint-Justin, mais je suis navré, je ne vais pas vous annoncer de bonnes nouvelles pour la journée de demain. Des orages sont à prévoir en Principauté en début d'après-midi, même si rien n'est sûr, le temps reste assez changeant. Le reste de la journée, le ciel sera partagé entre soleil et nuages, et concernant les températures, 16 à 21 degrés sont attendus. La mer, elle, sera à 20. Demain, le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h07. Blandine, demain, c'est votre jour. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec le meeting international de natation de Monaco. Le Mare Nostrum, 300 athlètes, 45 pays représentés avec des rêves olympiques plein la tête pour beaucoup au cœur du bassin monégasque. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. Merci de nous être toujours aussi fidèles. On se retrouve demain 18h30 pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info.